Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de cette édition. Benoît XVI présente personnellement ses regrets au monde musulman. Pas tout à fait des excuses, mais un discours d'apaisement qui pourrait désamorcer la crise. Une semaine après l'enlèvement de 4 Français au Yémen, Jacques Chirac demande aux autorités de ne pas recourir à la force pour les libérer. La fin de la fête de l'UMA, Marie-Georges Buffet appelle au rassemblement sous toutes ses formes, à la recherche toujours d'un candidat fédérateur. Le nouveau visage de la famille française, un enfant sur 2 naît hors mariage dans notre pays, un phénomène qui bouleverse le modèle traditionnel. Et puis du cinéma avec Le Président ou les coulisses du pouvoir et de la vie quotidienne d'un chef d'État avec Albert Dupontel très convaincant. Le pape Benoît XVI a donc décidé de prendre personnellement la parole pour apaiser, sinon mettre un terme à l'indignation du monde musulman. Et c'est sans doute du jamais vu dans l'histoire du Vatican. Le pape a présenté ses regrets, pas d'excuses à proprement parler, mais des mots qui ont une valeur semblable. Leur impact sera mesuré dans les heures et les jours qui viennent. Gérard Grisbeck, Karine Guillaume. Bravant la pluie, quelques milliers de fidèles avaient fait le voyage jusqu'à Castel Gandolfo, la résidence d'été du pape. Ce matin, la police avait pris position tout autour du palais. Il est vrai que Benoît XVI a été menacé de mort par des groupes islamistes à la suite de son discours en Allemagne. Avant la prière de l'Angélus, le pape s'est déclaré vivement attristé par les réactions à son discours sur l'islam. Il s'agissait d'une citation d'un texte médiéval qui n'exprime en aucune manière ma pensée personnelle. Une mise au point diversement appréciée par les pèlerins. Non. Ce sont les musulmans qui auraient dû s'excuser, car ils ont travesti le discours du pape. Ce n'est pas la peine de rentrer en guerre pour ça. C'est important d'être ici par solidarité avec le pape. Peut-être qu'il y a eu un malentendu, mais l'important c'est qu'on discute, et s'il y a eu des incompréhensions, il faut les dissiper. Si les musulmans veulent à tout prix des excuses du pape, c'est uniquement pour chercher la dispute, et ça ne va pas. Cet après-midi, malgré l'absence de Benoît XVI, qui ne rentrera au Vatican que mercredi, la place Saint-Pierre était contrôlée activement par la police italienne. Le ministère de l'Intérieur a décidé de relever le niveau de sécurité. Jusqu'à maintenant, seule l'Italie était menacée d'attentats par les islamistes. Depuis hier, c'est aussi le cas du Vatican, d'où des mesures de sécurité exceptionnelles prises autour des grands édifices religieux. Et déjà, quelques réactions qui vont dans le sens de l'apaisement, celle par exemple des frères musulmans d'Égypte qui considèrent les propos de Benoît XVI comme une rétractation, un bon pas en direction d'une excuse. Restent ces actes de violence qui ont été commis hier. Une religieuse catholique italienne a été tuée dans un hôpital en Somalie. Les 4 touristes français pris en otage il y a une semaine sont toujours retenus au Yémen. Jacques Chirac demande aux autorités de ne pas utiliser la force pour les libérer. L'affaire est traitée désormais au plus haut niveau du pouvoir et en France et au Yémen. Jérôme Soulard. Quelque part dans le désert de Chabwa au sud-est du Yémen, le calvaire des 4 touristes français enlevés avec leur guide continue. Cette semaine, des pourparlers ont débuté entre les autorités yéménites et la tribu des ravisseurs qui exigent la libération de 4 enfants prisonniers d'un chef tribal en échange des otages occidentaux. Les autorités françaises ont demandé d'éviter toute violence pour cette libération, message apparemment bien reçu par le ministre yéménite de l'Intérieur. Le gouvernement français et le président Chirac en personne ont insisté pour que les autorités yéménites n'usent absolument pas de la force, quelle que soit la durée de la détention des touristes. Cette semaine, l'armée régulière s'est pourtant positionnée à 65 km d'attaque autour du village des ravisseurs qui ont menacé d'exécuter les otages. En 98, 3 Anglais et 1 Australien enlevés de la même manière dans cette même région avaient perdu la vie lors d'un assaut de l'armée régulière. En pleine période électorale au Yémen, le sort des 4 otages français et de leurs guides reste donc très incertain. À quoi ressemble la société française et en particulier la famille ces dernières années? Un chiffre qui en dit très long sur l'évolution des mœurs. Un enfant sur 2 naît hors mariage dans notre pays, presque un record en Europe. Le mariage n'est donc plus une nécessité mais un simple choix de vie. Julia Delage, Caroline Librecht. 1 plus 1 égale 3, bientôt 4, et pas l'ombre d'une noce en vue, c'est presque devenu cliché. Aujourd'hui, un enfant sur 2 naît hors mariage. Depuis 15 ans, Hélène Biensa photographie des couples mariés ou non qui attendent un heureux événement. Elle-même maman depuis 2 mois, elle a une conviction, le mariage, c'est non.
C'est pas trop en fait le côté fashion, ce serait pas à la mode ou pas à la mode. C'est plutôt pour moi l'aspect contractuel, engagement du couple quoi en fait. Comme si on avait besoin de signer un papier pour l'amour. Selon l'INSEE, avec 800 000 naissances en 2004, soit près de 2 enfants par femme, la France affiche sa vitalité démographique, la 2e d'Europe. Moins de mariages, mais plus d'enfants, ça ne plaît pas à tout le monde. Oh, bah vous savez, c'est la mode maintenant, de toute façon. Mais pour vous, quand même, le mariage, c'est le fondement de la famille? Ah, c'est le fondement. C'est le fondement d'une société, c'est le fondement d'un ménage, c'est le fondement de tout, de la famille. Ce n'est qu'autour des années 70 que les naissances hors mariage explosent. En 10 ans, elles ont été multipliées par 7. Aujourd'hui, serments et sacrements se rompent aisément, nous dit le sociologue. Le seul lien indestructible, c'est l'enfant. Quand un homme ou une femme devient parent, il sait que là, c'est un engagement et un engagement pour au moins une vingtaine d'années. Et donc, ça n'a rien à voir avec le rythme conjugal qui lui-même est plus chaotique. Si l'on parle aujourd'hui d'un modèle français délaissant le mariage, la loi, elle, a mis du temps à s'adapter. Ce n'est qu'en 2005 que la distinction entre enfants naturels et légitimes a totalement disparu du Code civil. Le CV anonyme, pour tenter de donner à chacun la même chance de trouver un emploi, n'est pas obligatoire et même s'il est inscrit dans la loi, il n'y a aucun décret d'application prévu, le sujet étant loin de faire l'unanimité dans le monde patronal et syndical. Reste que ce CV anonyme a quand même fait un petit bout de chemin. Certaines entreprises s'y sont mises, comme cette PME spécialisée dans l'informatique. Yves Juncker. Ordinateur portable, costume strict, Carlos est consultant informatique. Rien ne le distingue de ses collègues et pourtant lorsqu'il cherche du travail avec un ami français, même diplôme, même expérience, c'est le choc. En comparant le nombre de CV qu'on a envoyés ensemble et le nombre d'entretiens qu'on avait, il y avait une nette différence en sa faveur. Vénézuélien, Carlos est victime de discrimination. Il a fini par trouver un poste et aujourd'hui, il conseille des clients. L'entreprise qu'il a embauchée l'a recruté sur CV anonyme. Pour moi, c'est une démarche tout à fait bonne à mettre en place, justement parce que ça mettait en avant les compétences des candidats, plutôt que leur nationalité ou leur tête, leur couleur de peau. Son employeur, une PME de 170 salariés. Ici, c'est la responsable ressources humaines qui rend les CV anonymes. Donc là, je vais supprimer le nom, le prénom, l'adresse, l'âge, le sexe, la nationalité du candidat, tout ce qui l'identifie. Ensuite, les CV sont remis au manager chargé du recrutement. Il décide de donner les entretiens d'embauche. Les derniers CV, ça. Sans préjugés. On se rend compte au niveau des managers qu'on est plus rapide dans la sélection de CV parce qu'on va à l'essentiel. On se rend compte par ailleurs que les candidats que nous avons recrutés de cette manière-là nous donnent satisfaction. 20 personnes ont été recrutées par cette méthode. Résultat, plus de femmes, plus de seniors et plus de diversité ethnique. Le patron ne regrette rien, au contraire. On a donc remis en question nos pratiques, donc on a progressé dans ces pratiques et je pense que toute l'équipe a l'impression d'être un petit peu à la pointe de ce qui se fait en France et c'est toujours valorisant. Aujourd'hui, le CV anonyme n'est pratiqué que par une poignée d'entreprises, mais si demain la loi est appliquée, ce sera le passage obligé pour recruter. Il y a un mois était évacué le squat de Cachan et toujours aucune sortie de crise à l'horizon. Voici comment vivent au quotidien ces hommes, ces femmes et ces enfants hébergés depuis dans un gymnase. Une situation difficilement tenable. Gilles Marinet, Emmanuel Morel et Alexis Oran. Cachan, 30e jour. Les femmes et les enfants occupent la grande salle du gymnase, les hommes campent dans les couloirs. La promiscuité a fait craindre l'apparition d'épidémies, notamment la tuberculose, mais les tests se sont avérés négatifs. L'équilibre sanitaire reste précaire. Les autorités ont proposé des relogements individuels à l'hôtel, mais les femmes ne veulent pas être séparées de peur d'être expulsées. Le jour de l'évacuation, on a dit non, on n'ira pas à l'hôtel. On a assez souffert comme ça, on va résister. Et là, on continue de résister et on ira jusqu'au bout car on est déterminé. Cette femme a réussi à joindre son mari, interpellé lors de l'expulsion il y a un mois. Sans papier, il va être renvoyé au Mali. Une moitié environ des occupants est en règle, l'autre pas. Solidaires, ils réclament une régularisation et un logement pour tous. Des associations les assistent chaque jour. Et après les vedettes du spectacle, ce sont des politiques qui viennent parfois. Et tous ne sont pas de gauche.
Quel est votre rapport? Qu'est-ce que vous pourriez faire? Non. Ce que je veux d'abord, c'est savoir ce que vous voulez. Je suis pas Merlin l'Enchanteur. Pardon? C'est ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin. Une fois que je sais, je vais voir qu'est-ce que je peux faire. Une commune voisine a proposé une solution d'hébergement dans des locaux désaffectés. La préfecture a refusé et le ministre de l'Intérieur a rappelé qu'il tenait à faire expulser les sans-papiers. 10 l'ont déjà été. Les Canaries sont, vous le savez, une nouvelle porte d'entrée pour les clandestins qui tentent de gagner l'Europe. Et 25 000 immigrants, principalement africains, ont débarqué aux Canaries depuis le début de l'année. Des clandestins qui prennent la mer au risque de leur vie et qui font naufrage parfois avant d'entrer dans les eaux espagnoles. Sur ces pirogues ou ces bateaux de fortune, essentiellement des Africains qui partent pour la plupart du Sénégal. Et quels que soient les dangers, ils sont chaque jour aussi nombreux à vouloir tenter l'aventure. Et ceux mêmes qui ont été rapatriés n'ont qu'une idée en tête, recommencer. À Saint-Louis du Sénégal, le reportage de Dominique Derda et Frédéric Guiraud. Chaque jour, ils s'aventurent un peu plus loin, le long des côtes mauritaniennes. Au large du Sénégal, il y a bien longtemps qu'il n'y a plus de poissons. Trop de pêcheurs, trop de bateaux-usines aussi, venus du monde entier racler les fonds marins. Pas étonnant alors que beaucoup aient choisi d'aller tenter fortune ailleurs. Rien que l'essence, on en a pour 25 000 francs. Et ce qu'on a pêché, si on en tire 30 000, on aura de la chance. Peut-être 32 000. Alors quand on divisera ça entre nous, il ne restera pratiquement rien. À Saint-Louis, on ne les compte plus. Ceux qui, par une nuit sans lune, se sont entassés à bord d'une pirogue et sont partis en direction des îles Canaries, à 1500 km d'ici. D'abord, c'était des pêcheurs. Et puis, bien vite, parmi les clandestins, il y eut des ouvriers, des artisans, des paysans, des étudiants. Toute une jeunesse prête à braver la mort dans l'espoir de gagner sa vie. La pirogue dans laquelle était mon frère a chaviré vers 2 h du matin, entre le Maroc et les Canaries. Il y avait d'autres pirogues pas loin, mais elles étaient trop chargées pour les prendre. Ils se sont tous noyés. Comme souvent, ce sont les femmes qui, les premières, ont tiré la sonnette d'alarme. Trop de veuves, trop de mères éplorées. Il faut tout faire, dit la présidente de l'association, pour retenir les hommes au pays et d'abord faire pression sur le gouvernement pour qu'il crée des emplois. Au début, certains parents ont revendu tout ce qu'ils avaient, même leurs bijoux, pour que leurs fils puissent payer le passeur et essayent d'aller en Europe. Mais de plus en plus, ils y réfléchissent à 2 fois et beaucoup regrettent de les avoir laissés partir. Baba Karfal, lui, a fait le voyage dans les 2 sens. 4 jours à l'aller, 8 au retour. 12 jours pour rien et 800 € de perdu. Le capitaine était un marin d'eau douce. Jamais il n'a trouvé les Canaries. Par chance, ils sont tous revenus vivants. J'éprouve des difficultés dans le commerce. Donc si j'ai le capital il faut, je vais essayer de rester. Mais si c'est le cas contraire, je vais essayer de repartir. Malgré que c'est difficile. Hein? Il n'est pas le seul Babacar à rêver d'un nouveau départ. À l'embouchure du fleuve Sénégal, cela fait des années que les chantiers navals n'avaient eu des carnets de commandes aussi bien remplis. Et ce ne sont pas les pêcheurs qui peuvent s'offrir de nouvelles pirogues. Si les charpentiers se hâtent de les construire, c'est parce que leurs clients sans doute ont déjà fait le plein de passagers. Demain ou après-demain, ils seront loin et vogueront vers le nord. En Corse, un attentat à l'explosif a visé ce matin une annexe du palais de justice de Bastia. Pas de blessés. L'explosion a endommagé une petite partie des archives du tribunal. C'est la 3e fois que ce bâtiment est la cible d'un attentat en 3 ans. L'attentat qui n'a pas été revendiqué. Le centre de Nantes était ville morte ce matin, ou presque. Le désamorçage d'une bombe de la Seconde Guerre a nécessité l'évacuation de milliers de personnes qui, pour certaines, avaient pris leurs précautions en partant à l'avance. Une opération qui s'est achevée à la mi-journée. Jacques Deveau, Michel Hiver. Il aura fallu 2h30 de travail aux démineurs pour neutraliser cette bombe américaine de 250 kilos. Une opération courante pour ces hommes, mais le désamorçage en plein centre-ville a nécessité l'évacuation de 20 000 habitants. On ne peut pas prendre le risque d'expédier un morceau d'acier de 15 à 20 kilos en espérant qu'il ne touche personne. C'est la raison pour laquelle on est vraiment, sur ce périmètre aussi large, obligé d'inviter l'ensemble de la population à partir. Alors, dès 7 h ce matin, 450 policiers et gendarmes ont été mobilisés. Du porte-à-porte dans une zone de 500 mètres de rayon pour s'assurer qu'aucune personne n'avait enfreint l'ordre d'évacuation. Moins on perd de temps en discussion, plus on est efficace. Il va falloir faire preuve de persuasion, mais tout le monde est confiant. En fait, beaucoup d'habitants avaient quitté les lieux la veille.
Hormis quelques rares irréductibles, les Nantais sans sourciller ont suivi les consignes, plutôt de bonne humeur et compréhensifs. Il y a la mer pas trop loin, donc on va se faire un petit dimanche au bord de la mer. Voilà, un peu plus tôt que d'habitude. On pense avec philosophie, ça va enfin... Ouais, vaut mieux être prévoyant, on sait jamais. C'est très bien dormir dans la famille, mais en fin de compte, on a préféré dormir ici, puis vu qu'on a des choses à faire aujourd'hui, donc ça se passe bien. En 2 heures, la zone était vidée. Pour tous ceux qui n'avaient pas de solution d'hébergement, la municipalité avait ouvert un gymnase. Café, croissant, il ne manquait rien. On ne peut pas rentrer en fait. On ne peut pas rentrer chez nous. Alors on se met en patience quoi. Oui, alors, non mais c'est sympa, c'est bonne enfance. On va aller faire un foot. Ça va ouais, nous détendre. Il y a un foot, ouais. On va y aller. 12h15, la sirène retentit indiquant à la population la fin de l'opération. La vie peut reprendre son cours. La fin de la fête de l'UMA, Marie-Georges Buffet, dans son discours de clôture, plaide pour un rassemblement le plus large possible. La gauche antilibérale qui se cherche un candidat fédérateur pour porter ses couleurs. Hélène Hugues, Guillaume Michel. Pas rancunier, Laurent Fabius. Le voilà de nouveau à la fête de l'humanité, malgré le mauvais accueil reçu l'année dernière. Oubliez l'œuf sur la tête et les crachats, le candidat à l'investiture socialiste, champion du non au référendum du 29 mai, veut rassembler sur sa gauche. Pour dire que le rassemblement à gauche, c'est quelque chose qui est utile. Pour que la gauche gagne, il faut qu'elle soit rassemblée. Et pour qu'elle soit rassemblée, tout en sachant qu'il y a des différences entre les uns et les autres, il faut que, par exemple, les socialistes parlent avec les communistes. Ça ne veut pas dire qu'on soit d'accord sur tout. Et les communistes se laissent volontiers courtiser par les socialistes, sans pour autant renoncer à leur ambition, construire une candidature unitaire de la gauche antilibérale. Arlette Laguillet a déjà décliné l'invitation à participer. Olivier Besancenot aussi. Il sera candidat de son côté, sauf miracle. Je veux la garantie absolue que cette candidature unitaire, que ce soit Marie-Georges Buffet, José Bové ou quelqu'un d'autre, à la limite je m'en fous, n'aille pas participer ou soutenir un gouvernement socialiste. Parce que si les gens sont écœurés de la droite, ça c'est une certitude, ils ne veulent pas pour autant d'une gauche plurielle numéro 2. Marie-Georges Buffet fustige cette attitude de l'extrême gauche. Non. Nous on veut changer la vie, on ne veut pas rester, en dehors de l'action concrète. Et la patronne du PC ignore pour l'instant ceux qui dans son propre camp la poussent à se présenter sous les seules couleurs de son parti. Je ne veux pas restreindre le champ du rassemblement. Je le veux le plus large possible. Je le veux majoritaire. Marie-Georges Buffet se verrait bien en candidate du rassemblement de la gauche antilibérale, mais le processus de désignation se met lentement en marche et le Parti communiste doit trancher avant fin octobre s'il présente ou non un candidat à la présidentielle de 2007. Lionel Jospin, invité de nos confrères du grand jury RTL Le Figaro, n'a toujours pas clairement marqué ses intentions pour 2007. Par ailleurs, 24 heures après le grand oral des candidats à l'investiture du Parti socialiste, Lionel Jospin estime que les jeux ne sont pas faits. On l'écoute. On a constaté que ces personnalités étaient à ce stade nombreuses, et peut-être trop nombreuses. Dans le passé, on a eu des confrontations, François Mitterrand, Michel Rocard, Lionel Jospin, Henri Emmanuelli, c'était donc des face-à-face et les choses étaient assez claires. Je me dis devant vous ce soir que de tous ceux qui sont montés à la tribune hier, tous peuvent perdre et tous peuvent gagner. L'idée qu'il n'y aurait qu'un choix qui assurera la victoire me paraît honnêtement une idée légère. Au Liban, les premières troupes françaises vont se déployer vers le sud avec les chars Leclerc portant les couleurs de l'ONU. Le gros des troupes fera mouvement dans les jours qui viennent alors que Michel Alliot-Marie est attendu ce soir à Beyrouth pour une visite de 48 heures. La FINUL renforcée qui prendra position sur les terres du Hezbollah. Après plus d'un mois de conflit, que reste-t-il du pouvoir de cette organisation dont la frontière entre le politique et le militaire reste très floue? Officiellement, le parti chiite compte 14 députés au Parlement, dont cet homme qui a fait ses études en France, un personnage clé du mouvement qu'ont suivi Jacques Cardoz et Abdel Zouyesh. En arrivant dans le quartier d'Aret Erek, on se dit que le Hezbollah doit être terriblement affaibli par les 34 jours de guerre. Car voici le centre nerveux du Parti de Dieu. Tous ces bâtiments stratégiques ont été détruits. Mais ce serait méconnaître la capacité de résistance de l'organisation et de ses dirigeants. Voici l'un des plus proches de Nasrallah, le docteur Hussein Haj Hassan. Ce député, on ne le salue pas, on lui fait allégeance. Et lorsqu'il évoque son organisation, il commence par cette fameuse culture du secret qui en fait la force. Moi, personnellement, je ne sais rien à propos de l'armement de Hezbollah.
rien. Parce que nous sommes une organisation qui est très bien organisée et très bien dissimulée dans ses secrets. Ce député jure ne rien savoir de l'armement du Hezbollah. Il est pourtant sûr de lui lorsqu'il nous dit qu'il n'y avait aucun stock d'armes dans ce quartier. S'il y avait des armes, il était tout à fait normal qu'il y aurait une seule explosion dans un sous-sol. Une seule. Et l'aviation était dans le ciel. Il y a 300 bâtiments qui ont été détruits comme ça. Ça signifie bien que selon vous, l'armée israélienne était mal renseignée alors? Ça signifie bien que nous n'avions jamais utilisé les sous-sols des immeubles civils pour cacher des armes. Au Parlement libanais, le Hezbollah compte 14 députés sur 128. Et Hussein Ajassan est l'un des plus influents. Mais le parti chiite n'a pas besoin de la majorité pour peser sur la politique du gouvernement. Dernier exemple, cette campagne d'affichage à la gloire du parti de Dieu. Une victoire divine, disent les affiches, présentée comme une victoire nationale, comme si le Hezbollah était seul maître du pays. Il n'est pas tout le Liban, mais c'est le Hezbollah qui a résisté dans la guerre militaire. Et c'est pourquoi c'est Hezbollah qui a vaincu la guerre militaire. Mais il ne faut pas s'y tromper, derrière la façade politique, le Hezbollah a bien un autre visage. C'est celui des centres d'entraînement et des stocks d'armes. Et comme l'organisation sait parfaitement gérer sa communication, ce visage-là, elle ne le montre pas. En Allemagne, lors des élections régionales, on notera la percée du parti néo-nazi. Le NPD obtient entre 6,4 et 6,5% des suffrages, de quoi faire son entrée au Parlement régional. Il s'agit d'une estimation sur des bulletins déjà dépouillés. Et puis en Suède, les élections législatives, un scrutin qui marquerait, semble-t-il, un virage à droite, puisque selon les estimations, c'est l'opposition de centre-droit qui obtiendrait 48,6% des suffrages. La social-démocratie était au pouvoir depuis des années. En Grande-Bretagne, même si la chasse à courre est officiellement abolie depuis plus d'un an et demi, ses partisans ont entrepris toutes sortes de batailles judiciaires et leur résistance est intacte. Ils manifestaient encore aujourd'hui à Londres, un sujet de controverse qui est loin d'être éteint. Maryse Burgot, Dominique Marotel. Parce que l'interdiction de la chasse à courre les révolte, ces Anglais voulaient manifester aujourd'hui dans Hyde Park. Mais la police a interdit leurs chevaux. C'est donc à pied qu'ils ont couru derrière une fausse proie. Humour typiquement anglais. Nous faisons ça pour nous amuser et pour ridiculiser M. Blair. Déjà en 1926, des cavaliers protestaient au centre de Londres contre un projet de suppression de la chasse à courre. Aujourd'hui, cette loi a bel et bien été votée. Une question sur laquelle ce pasteur pas vraiment sportif refuse de polémiquer. Cet après-midi, il devait bénir une centaine de chevaux au cœur de la capitale britannique. Pas question de parler d'autre chose. Ce n'est pas tous les jours que je me retrouve à cheval, mais c'est le grand privilège d'être le pasteur de cette église près de Hyde Park. Comme la chasse à courre, cet office à cheval est une vieille tradition. Dès les années 60, les cavaliers venaient demander à l'église de conserver les écuries du cœur de Londres. Leurs prières n'ont pas vraiment été exaucées, il n'en reste plus aujourd'hui que 3. Toutes les autres ont été transformées en maisons individuelles. Le prix du mètre carré à Londres est tel que la plupart des propriétaires d'écuries ont vendu. Seuls quelques passionnés résistent. Ce monde-là fit l'histoire du centre de Londres, mais il est vraiment en train de disparaître, ce qui n'est pas le cas de la chasse à courre. Elle continue, malgré l'interdiction. Le Titanic n'en finit pas de livrer ses secrets. Des chercheurs américains estiment aujourd'hui qu'un alliage défectueux dans la fabrication des rivets du navire explique les raisons d'un naufrage si rapide. Julien Beaumont. Le Titanic, un géant au pied d'argile. Voilà la dernière thèse émise par plusieurs scientifiques. Ils s'appuient sur des morceaux de la coque remontés il y a 10 ans, lors de la découverte du bateau, à 3800 mètres de fond. Des pièces analysées par le docteur américain Timothy Falk. L'expert métallurgiste pense avoir trouvé le point faible du Titanic, cette pièce de 10 cm, un rivet. Cette tige métallique permet de relier 2 plaques de tôle entre elles. Vu les 270 mètres de longueur du bateau, de nombreux rivets ont été nécessaires à sa construction. Une pièce essentielle dont la qualité n'aurait pas été suffisamment contrôlée. En effet, en analysant la structure même des rivets,
Le docteur Falk a montré qu'il contenait trop de scories, des impuretés. Résultat, là où un rivet normal résiste à 9 tonnes de pression, les mauvaises pièces, ici en rouge, ont cédé à 4 tonnes. En clair, l'iceberg n'aurait pas dû autant éventrer la coque du transatlantique. Du coup, celui-ci, au lieu de couler en 3 heures, serait resté plus longtemps à la surface, de quoi laisser le temps aux autres bateaux présents dans le secteur d'arriver et de porter secours aux passagers. Le naufrage du Titanic a coûté la vie à 1500 personnes. Du côté du ciel, Météo France a émis un bulletin d'alerte de fortes précipitations. 8 départements de l'Est sont concernés jusqu'à demain 16h. Vous les voyez, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, les Vosges, la Haute-Saône et le territoire de Belfort. Football, 6e journée de Ligue 1 avec le choc entre Monaco et le PSG avec la victoire du club parisien 2-1. C'est le monégasque Calonne qui a ouvert le score. Égalisation de Rosenal. Le but de la victoire est signé El Buick et un répit pour le PSG et une descente aux enfers pour Monaco. Une course pour les femmes, rien que pour des femmes, 10 000 participantes pour ces 6 km entre le Trocadéro, la Tour Eiffel et l'école militaire. C'était ce matin la 10e édition de la Parisienne. Une course pour le sport, mais aussi pour soutenir la lutte contre le cancer du sein. C'est la championne de France du 1500 mètres, Indeiba, qui l'a remportée. Les journées du patrimoine, un succès qui se confirme d'année en année, un peu plus de 12 millions de visiteurs, c'est encore mieux qu'en 2005. Et sur les 15 000 sites ouverts au public, l'INSEP, l'Institut du sport et de l'éducation physique, autrement dit un lieu mythique où s'entraîne la future élite du sport français. Julien Benedetto, Patrice Brugère. Quel est le point commun entre Amélie Mauresmo, David Douillet, Tony Parker et Laura Flessel? La réponse tient en 5 lettres, INSEP. Tous ces grands noms du sport français ont fait leur classe dans la célèbre école des champions. Un lieu d'ordinaire exclusivement réservé aux athlètes, mais exceptionnellement ouvert ce week-end aux curieux, accueillis par leurs idoles. J'ai un petit garçon qui aime bien faire du sport, qui aime bien taper dans un ballon et je trouvais merveilleux de lui faire découvrir ce lieu magique. De continuer, de ramener en fait les copains, copines et cousins, cousines. Plutôt que le Louvre ou le Sénat, 10 000 curieux ont choisi de se rendre à l'INSEP. Parmi eux, Jean-François Lamour, ministre des Sports et ancien pensionnaire des lieux. Pour l'ancien champion olympique, l'INSEP fait partie du patrimoine. Les riverains ne connaissent pas l'INSEP, alors voilà, c'est une bonne occasion d'ouvrir l'INSEP aux riverains, aux Parisiens, aux Franciliens, puis de démontrer que c'est un superbe outil, qu'il faut rénover de fond en comble, mais qui mérite d'être connu. De Gaulle que salue Mimoun et qui prononce un précepte passé en proverbe, le sport, c'est le bonheur. D'Auriol à Mitterrand en passant par De Gaulle ici en 65, presque tous les présidents ont inauguré un nouveau bâtiment à l'INSEP. Lieu chargé d'histoire et de destin doré, 40 ans plus tard, les plus jeunes se régalent avec les initiations organisées. À 2 ans des JO de Pékin, les visiteurs pénètrent dans l'intimité de la préparation olympique des boxeurs. Un peu une usine à champions, oui. Enfin, vraiment le sport de haut niveau et surtout des jeunes qui sont coupés de leur famille, qui vivent en internat, c'est vraiment quand même impressionnant, quoi. Le temps d'un week-end, les visiteurs ont pu s'imprégner de la devise de l'INSEP, apprendre à gagner. Sur les 4 dernières Olympiades, 60% des médaillés ont été formés à l'INSEP. Et France Télévisions se taille un joli succès pour ces journées du patrimoine. Il fallait s'armer de patience pour accéder aux coulisses des plateaux et rencontrer les figures emblématiques de la chaîne. Marie Jojoin. On peut le dire, ce fut un franc succès. Preuve cette file interminable de plusieurs milliers de téléspectateurs patientant des heures avant de pouvoir enfin découvrir l'envers d'un décor qui, après tout, fait partie de leur quotidien. Premier surpris, le président de France Télévisions, Patrick de Carolis, et Julien Lepers. Chaque 5 heures de queue là, franchement. Mais ça se mérite. Vous allez faire une visite fantastique. La visite commence dans le hall d'accueil avec l'arrivée de Jean-Luc Delarue, le chouchou de ces dames. Mais pourquoi elle l'aime tant? Quand on aime, on compte pas et on sait pas. C'est la 2e année que France Télévisions ouvre ainsi ses portes au public. C'est important que ce service public soit transparent, qu'il soit ouvert. On le fait pour les téléspectateurs, on le fait pour les Français. C'est eux qui paient la redevance, c'est eux nos partenaires privilégiés. Direction les studios par petits groupes de 25, le plus visité, celui de Télématin. Ça semble intéressant, c'est juste le début, donc j'ai envie d'en savoir plus. Le coin météo fascine, ce n'est pas facile de parler de la pluie et du beau temps. Il fera 17 degrés, tandis qu'à
Mais la plupart sont venus pour rencontrer leurs animateurs préférés. En Bretagne, Gérard Rolls. Ouais. Carole Gessler, et puis Cyril Lémargie. Ce serait plutôt Gérard Holtz, Carole Gessler ou William Lémergie. Petite photo, un petit sourire. Faites attention, vous allez prendre froid. Ah, il faut. Parce que les gens dans la rue me disent toujours ah, mais je vous croyais beaucoup plus grand. Oui. Le but pour les plus jeunes était de collecter le maximum d'autographes. À la fin, un livre d'or recueillait leurs impressions du spontané. Très bien. Et je préfère France 2. On n'est pas déçus, on reviendra. Charleville-Mézières, capitale des marionnettistes du monde entier. Les compagnies ont envahi la ville pendant 10 jours. Un art et un spectacle qui fait désormais appel aux nouvelles technologies. Marie-Hélène Bonneau, Frédéric Basile. Que fais-tu là, à ma place? J'étais là le premier, va voir ailleurs. Où est la marionnette? Où est le marionnettiste? Ici, pas de ficelle, de l'informatique. Pour bien manger, travailler. Des capteurs ont enregistré sur ordinateur les mouvements humains. Un programme qui anime ensuite le personnage comme un robot. Mon portrait tout craché. Cette étrange marionnette devient le double de la comédienne. Le rapport un peu à notre condition humaine aux différents âges de la vie. Donc d'être face à un semblable et de pouvoir se voir à travers l'autre. L'autre, la marionnette, ce pantin qui imite l'homme et ses gestes a envahi les rues de la ville. 150 compagnies venues du monde entier. Ces artistes travaillent dans un théâtre en Birmanie. Les marionnettes, c'est d'abord un jeu de fils et de mains. Peu de matériel, mais beaucoup de dextérité et un apprentissage souvent long. Et puis parfois, plus de ficelle du tout, juste ça, 2 mains. Elles se rencontrent, jouent, se fâchent et se réconcilient. Une symphonie de doigts dans un décor minimaliste. C'est fait avec du bois, du sable. On essaie de garder les matières premières et surtout les matières brutes, puis des matériaux dont on se sert quotidiennement. L'essentiel pour les enfants, invités à jouer avec le sable après le spectacle et de comprendre les histoires qu'on leur raconte. Ça racontait l'histoire des gens, de personnes qui étaient à côté, qui étaient voisins, et il y en avait un qui embêtait l'autre. Qu'importe la technique pour évoquer le monde. La marionnette, dans tous ses états, attire tous les 3 ans près de 130 000 personnes à Charleville-Mézières. Pour y découvrir des compagnies de tous horizons, venus tendre la main à ces amoureux de l'illusion. Cinéma avec la sortie mercredi prochain du président de Lionel Delplanque, une incursion audacieuse dans le quotidien d'un président de la République avec Albert Dupontel très convaincant dans un rôle à contre-emploi. Pascal Deschamps. Une majorité de citoyens a voté pour lui. Le voici donc enfin président. On ne connaîtra jamais ni son nom, ni plus important encore, son bord politique, tant ses discours ressemblent à tous les autres. Nous allons changer le monde, car nous sommes le monde. Président raconte quelques jours dans la vie d'un homme qui a voulu le pouvoir et qui l'a, tout un programme. J'ai été élu pour remettre l'exigence de justice sociale au premier plan et c'est ce que je fais. Ça va. T'es gentil, hein? Pas avec moi. Un homme bientôt mêlé à un scandale politico-financier et dont on découvrira les petits arrangements avec la morale, avec ses propres idéaux. Quel est... Pourquoi il n'y a pas une équipe qui travaille spécialement sur cette connasse de juge? J'ai pas voulu faire de ce personnage simplement qu'un héros, sinon ça aurait été naïf, ou qu'un salaud, ça aurait été, je dirais, poujadiste. Pour moi, le personnage va sans cesse de l'un à l'autre, c'est-à-dire entre des actes héroïques et le cynisme qui est aussi inhérent, je dirais, à la sphère politique. J'ai l'impression qu'il n'est pas vraiment heureux, maintenant qu'il est là, sans plus rien à conquérir. Albert Dupontel campe un jeune président ambigu à souhait, séduisant, manipulateur. Un rôle troublant pour un homme qui ne mâche pas ses mots sur le monde politique. La grande tragédie de la démocratie moderne, c'est que les gens qui nous gouvernent sont les plus forts et c'est pas les plus sages. Il faudrait qu'il y ait au moins un Gandhi tous les septennats qui se présentent. Ça, les choses pourraient changer. Alors que les mecs comme ça, depuis l'école, ils pensent qu'ils sont les plus forts et ils se foutent sur la gueule pour avoir le pouvoir, qu'ils soient de droite ou de gauche.
Très beau discours, très bien écrit, très émouvant. Je sais pas où vous allez chercher cette histoire de fluide à la con, mais alors... Si vous êtes découragé de la politique, ça vous renforcera dans votre conviction. Et si vous êtes un accro de la politique, bizarrement, ça peut vous dire finalement c'est un être humain, je le comprends, c'est dur la politique. Vous voyez, je pense qu'on peut y voir ce qu'on a envie d'y voir. Une seconde. Vous pouvez retirer la montre. Si les films américains sur les présidents ne manquent pas, ce président-là est une tentative de thriller politique à la française, plutôt réussie. Et bien sûr, toute ressemblance avec un personnage existant, blablabla. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de votre attention. Tout de suite, la météo, Nathalie Riouet, 20h50, FBI porté disparu. Excellente fin de soirée sur France 2.